Tester et améliorer son orthographe sans être noté, réviser ses classiques tout en s'amusant. Nous vous proposons avec Rachid Santaki une dictée et sa correction à faire seul ou en famille, en compagnie aujourd'hui de l'historien Jean-Yves Mollier. Une dictée à suivre maintenant sur l'antenne de France Culture, en vidéo sur le Facebook de la chaîne et à retrouver plus tard, si vous le souhaitez, sur le fil de vos podcasts. France Culture, la dictée géante de Rachid Santaki avec Olivia Gesbert. Et bonjour Rachid Santaki. Bonjour Olivia. Comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Je vous présente notre invité, Jean-Yves Mollier. Il est historien, bonjour. Bonjour. Et co-auteur avec Yvan Leclerc de Gustave Flaubert et Michel Lévy, un couple explosif, paru aux éditions Calman Lévy. Alors dans ce livre, vous revenez sur la relation entre l'écrivain et son éditeur, tout donné en 1821, à quelques jours près, en décembre, à l'occasion bien sûr du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert et donc aussi du bicentenaire de la naissance de Michel Lévy. C'est leur relation, celle d'un écrivain et d'un éditeur, que ce livre raconte. Ils ont uni leur amour de la littérature, tous les deux, malgré des conceptions très différentes, le temps de la publication de 3 romans phares de Flaubert, Madame Bovary, Salammbô et L'éducation sentimentale. Comment est-ce qu'ils se rencontrent, ces deux hommes ? Ils se rencontrent en 1856, au moment où le premier roman, Madame Bovary, est publié et prépublié dans la Revue de Paris. Michel Lévy n'attend pas la fin de la publication. Dès la 2e livraison, un tiers du roman, donc avant même la 2e partie, la partie la plus scandaleuse entre guillemets, celle qui vaudra un procès, Michel Lévy a compris qu'il avait affaire à un immense écrivain. Et il n'hésite pas. On dirait aujourd'hui, il sort le carnet de chèques. À l'époque, il sort tout simplement une feuille de papier timbré et il propose un contrat à Gustave Flaubert, lequel accepte en effet, malgré toutes ses réticences pour être publié, il accepte de signer le fameux contrat. Et donc, Madame Bovary paraîtra en avril 1857 chez Michel Lévy frères. Alors, Madame Bovary, c'est le procès, le scandale, comme vous l'avez évoqué, mais c'est aussi d'abord un grand succès d'édition pour cet éditeur. 20 000 exemplaires vendus la première année. Il faut dire que l'éditeur Michel Lévy a tenu à placer Madame Bovary dans une collection bon marché. 1 franc de l'époque, c'est-à-dire 5 € d'aujourd'hui. Il y avait 2 tomes. Pour 10 € d'aujourd'hui, on pouvait avoir l'original de Madame Bovary. C'est effectivement un pari sur l'avenir, mais un pari gagné. J'ai dit 20 000 personnes qui ont acheté le roman la première année, 40 000 en 5 ans. Succès considérable. Alors, on a un grand écrivain avec Gustave Flaubert, ça c'est plus à démontrer. Concernant Michel Lévy, en quoi est-il un grand éditeur ? C'est un grand éditeur, d'abord parce qu'il est né dans une famille pauvre, qu'il a commencé à travailler à 11 ou 12 ans, qu'il a travaillé dans la rue pour placer des jumelles, des livrets de théâtre. Il voulait être acteur, il a fait le conservatoire, mais parce que la famille n'avait pas d'argent, il a dû quitter le conservatoire et aider sa famille. Il a commencé par un cabinet de lecture, on dirait une sorte de bibliothèque privée d'aujourd'hui, et puis ensuite, il s'est installé dans une petite baraque derrière la bibliothèque nationale d'aujourd'hui. Elle s'appelait Bibliothèque Royale, bien entendu, et puis progressivement, il est devenu un grand éditeur. Mais comment l'est-il devenu ? Au lieu de vendre du livre cher pour un public rare mais cultivé et aisé, il a proposé du livre bon marché pour tout le monde. Un peu comme Pierre Larousse qui dira « J'écris pour ce lecteur qui s'appelle tout le monde ». Et comment se fait-il que l'histoire et le monde de l'édition n'aient pas retenu son prénom ? Vous publiez aux éditions Calman Lévy. Parce qu'il n'a pas eu d'enfant. Et donc c'est son frère aîné Calman, qui a repris à sa mort. Il est mort très jeune, il est mort d'un AVC, on dirait aujourd'hui, il est mort en 1875, donc son frère a repris la maison d'édition, son frère avait des enfants, Calman a été accroché au nom Lévy avec un trait d'union au début du XXe siècle et c'est devenu la maison Calman Lévy. Bon, c'est pas très juste quand même cette histoire. Et non, ouais. Mais on retrouve encore quand même aujourd'hui, y compris sur les quais ou chez les bouquinistes, de nombreux livres de la maison Michel Lévy frères. Michel Lévy frères, voilà, et c'est bien dans cette maison-là, en tout cas, que Flaubert va publier ses 3 romans. Vous évoquiez les origines modestes de Michel Lévy. Qu'en est-il pour Gustave Flaubert ? En gros, est-ce que ces 2 hommes viennent du même monde ? Est-ce qu'ils ont les mêmes valeurs quand ils se rencontrent ? Non, pas du tout. Ils ne viennent pas du même monde. Flaubert appartient à la bourgeoisie aisée. Son père est directeur de l'Hôtel-Dieu, enfin de l'hôpital. Chirurgien. Un chirurgien, directeur de l'hôpital de Rouen. Par ailleurs, il possède énormément de terres. Il a épousé une femme de la bourgeoisie riche également. Mais surtout, au-delà de leur origine,
Flaubert est un tenant de l'art pour l'art. Il n'écrit pas, à la différence de Pierre Larousse, pour ce lecteur qui s'appelle Tout le monde. Il écrit pour ses pairs, P-A-I-R-S, c'est-à-dire ses égaux, mais ses égaux en esthétique. Il écrit pour les frères Goncourt, il écrit pour Maxime Ducamp, pour Louis Bouillet, pour quelques amis bien choisis. Il n'écrit pas pour tout le monde. Alors attention quand même, il n'a pas refusé d'être mis dans une collection populaire, et même il s'est réjoui d'être vendu quand même à autant d'exemplaires, à tel point que lorsque, pour Salammbô, Michel Lévy lui donnera 10 000 francs, donc une somme quand même très importante, mais Michel Lévy lui dira « Je vais répandre dans le public auprès des journalistes le fait que j'ai acheté le roman 30 000 francs ». Eh bien Flaubert se prêtera à ce que les Goncourt ont appelé une sorte de saltimbanquage. Donc, en quelque sorte, nous prenons Flaubert en pleine contradiction. Et c'est en cela qu'il est humain, c'est pour cela qu'il nous plaît. Oui, parce qu'il aime bien provoquer aussi, Flaubert. Bien Il sûr. déteste la tiédeur, il déteste les conventions, il déteste les bourgeois, en tout cas les mœurs bourgeoises. Et c'est peut-être son pied de nez, sa manière à lui, en acceptant de publier chez Michel Lévy, frère. Et donc de ne Ouais. pas imiter tout à fait, effectivement, eh bien, les frères Goncourt ou d'autres écrivains qui préféraient avoir des éditeurs un peu plus reluisants, nous dirions. Comment le couple va exploser, si je reprends le titre du livre, Gustave Flaubert et Michel Lévy, un couple explosif. Lorsque Salammbô est publié, donc j'ai dit que Madame Bovary c'était 1857, Salammbô 5 ans plus tard 1862, le succès est important mais Flaubert n'en a pas conscience. En réalité, j'ai repris tous les comptes, tous les registres, il a été vendu 15 000 exemplaires d'un livre qui cette fois coûte beaucoup plus cher, 6 ou 7 fois plus cher, et même 15 fois plus cher dans l'édition Vélin. Et c'est donc un véritable succès que d'en vendre 15 000 exemplaires. Mais Flaubert n'en a pas une grande conscience. Et puis surtout, le troisième et dernier roman de l'entreprise Michel Lévy Frères, L'éducation sentimentale en 1869, C'est un flop est un par échec, rapport aux deux c'est autres. un flop Ouais. complet. Et Flaubert va en vouloir à son éditeur, et la crise n'interviendra d'ailleurs pas véritablement pour cet échec, mais lorsque Flaubert demande à Michel Lévy qu'il accepte de publier son ami qui vient de mourir, Louis Bouillet, des poésies dont il faut bien dire qu'elles nous tombent des mains quand on regarde le volume. Michel Lévy est certain qu'il n'en vendra pas, il accepte quand même. Mais les choses se passent très mal. Flaubert a l'impression d'avoir affaire à un éditeur qui est une sorte d'épicier et non pas à quelqu'un capable de goûter l'art pour l'art. Et c'est la rupture, j'ajouterais, avec une sorte de délire antisémite qui n'est pas à l'honneur de Gustave Flaubert. Quand on reprend la correspondance, elle est pleine d'allusions absolument scandaleuses et qu'il est inutile de répéter ici à un micro. Oui, déjà dans ces années-là, on rappelle que on est. La rupture date de quand? Avec une nuance tout de même, Ouais. Yvan Leclerc fait remarquer que Flaubert n'est antisémite qu'envers Michel Lévy. Quand on reprend toute sa correspondance et toute son œuvre, on ne trouve pas d'allusion antisémite, sauf pour l'éditeur. En tout Mais cas, dans ça ses n'excuse rien. correspondances. Exactement. On va revenir sans surprise, en fait, dans cette dictée aujourd'hui sur l'œuvre de Gustave Flaubert avec un extrait que vous avez choisi pour nous, Rachid Santaki. De quel roman, de quel livre de De Flaubert? Salammbô, justement. De Salammbô. Salammbô, donc comme vous l'avez précisé, publié en 1862 et qui porte sur la guerre des mercenaires du IIe siècle avant Jésus-Christ. Troisième, deuxième. Donc ça ne commence pas par C'était dans les faubourgs de Carthage. Non, ça c'est le tout début du livre. 3e siècle avant Jésus-Christ, je crois, vous me reprenez Jean-Yves Mollier, 3e siècle avant Jésus-Christ, les mercenaires effectivement employés par Carthage se rebiffent, ils se révoltent, ils se soulèvent contre leur employeur, ils n'ont pas obtenu leur paix, leur solde, et c'est le début d'une guerre alors absolument sanglante. Il est étonnant ce texte dans l'œuvre de Flaubert. Est-ce qu'on l'étudie à l'école d'ailleurs? Non, je pense Pas tant que ça. Je pense que On peut choquer Salammbô un est peu l'œuvre la plus difficile. D'une certaine manière, l'éducation sentimentale passerait mieux. Et d'ailleurs, l'éducation sentimentale est disponible également en livre de poche et était en tout cas étudiée dans les lycées il y a quelques années. Salammbô, c'est beaucoup plus complexe, c'est plutôt réservé à l'université. Et Salammbô, il faut quand même le raconter parce qu'il y a aussi un hors-série de Télérama qui sort sur Flaubert, comme beaucoup d'autres journaux, éditions cette année, puisque c'est le bicentenaire de sa naissance que nous commémorons en 2021.
Salammbô, c'est un péplum, un stupéfiant péplum de Flaubert qui redonne chair à l'Orient antique, plongeant le lecteur dans un bain de sang, écrit Gilles Heuret dans ce hors-série consacré à Flaubert. D'un bout à l'autre, ces couleurs de sang, écrit l'auteur lui-même à Théophile Gautier. C'est un livre volontairement historique après les attaques qu'il a subies à la sortie de Madame Bovary. Il change d'époque, il change de lieu et il va se chercher une langue pour raconter cet épisode-là. Et il va y prendre du temps. C'est long, hein, l'écriture de ce livre. Oui, c'est plusieurs années. Ce sont des centaines de livres qu'il a lus, empruntés en bibliothèque pour se documenter, pour essayer de ne pas commettre d'erreurs historiques. On retrouve bien le goût du roman historique que les contemporains avaient développé en lisant par exemple Alexandre Dumas père. On y ajoutera le romantisme qui est propre à Flaubert, avec ce goût pour le sang, effectivement. Et puis, il y a une sorte de défi dans l'écriture de Flaubert, c'est-à-dire s'emparer d'un sujet qui n'est pas du tout proche de lui. C'est pourquoi il va faire le voyage de Carthage, aller sur place, se documenter en lisant des livres absolument illisibles, sauf pour les spécialistes, pour essayer de montrer qu'il est capable de faire aussi bien qu'il a fait dans le roman contemporain avec Madame Bovary. Ça, c'est le côté, c'est le panache de Flaubert, mais c'est le côté provocateur et le fameux défi qui peut réussir ou qui peut échouer. Salammbô, vous l'avez lu, vous ne l'avez pas appris par cœur, donc vous allez quand même devoir retrouver cette langue de Flaubert pour ce livre et vous prêter à l'exercice de la dictée. On vous en remercie, Jean-Yves Mollier. Comment ça va se passer? Une première lecture par Rachid Santaki pour que tout le monde puisse se mettre le texte dans l'oreille, une seconde lecture pour prendre note et une troisième où on va tenter de corriger ensemble peut-être un mot du moment où se situe, oui, du contexte de l'extrait. Au début de l'ouvrage, à Carthage, un festin a lieu en l'honneur des mercenaires. Et donc, deux chefs des mercenaires vont voir apparaître Salammbô, donc la fille du général dont ils vont tomber amoureux. Voilà le contexte de cette dictée. Et je vais donc procéder à la première lecture. Merci Rachid. Allez-y. Pardon. Les cratères à bordure de miroirs convexes multipliaient l'image élargie des choses. Les soldats, se pressant autour, s'y regardaient avec ébahissement et grimaçaient pour se faire rire. Fin de la dictée pour les écoliers. Ils se lançaient par-dessus les tables, les escabeaux d'ivoire et les spatules d'or. Ils avalaient à pleine gorge tous les vins grecs qui sont dans des outres, les vins de Campanie enfermés dans des amphores, les vins des Cantabres que l'on apporte dans des tonneaux, et les vins de Jujubier, de Cinnamome et de Lotus. Il y en avait des flaques par terre où l'on glissait, la fumée des viandes montait dans les feuillages avec la vapeur des haleines. Point final. Est-ce que ça va aller pour vous, Jean-Yves Mollier? On verra bien. J'espère aussi. Je me soumets devant vous à cette redoutable dictée et avec un plaisir pervers puisque j'étais professeur, donc théoriquement je ne devrais pas faire de faute et je sais déjà que j'en ferai. Très bien. Ça Pas reste, si sûr. voilà, pas et si ça sûr. reste un jeu, pas de notes, c'est vraiment ludique, passer un temps autour Voilà. de... Et on vous suivra, vous nous direz aussi là où vous avez hésité, c'est intéressant, et comment votre intuition a pu vous guider sur l'orthographe de certains mots, les accords, la grammaire, la conjugaison. On y va avec vous, Jean-Yves Mollier, et avec les auditrices et auditeurs de France Culture qui nous suivent. Très bonne dictée à toutes et à tous. Merci. Les cratères, virgule, les cratères, virgule, à bordure de miroir, les cratères, virgule, à bordure de miroir, les cratères, virgule, à bordure de miroir convexe, virgule, de miroir convexe, virgule, multipliait, l'image élargie, multipliait l'image élargie des choses, point virgule, multipliait l'image élargie
des choses, point, virgule. Les soldats se pressant autour, les soldats se pressant autour, les soldats se pressant autour, s'y regardaient, les soldats se pressant autour, s'y regardaient avec ébahissement. Les soldats se pressant autour s'y regardaient avec ébahissement et grimaçaient pour se faire rire. Point. Et grimaçaient pour se faire rire. Point. Fin de la dictée pour les écoliers. Les soldats se pressant autour s'y regardaient avec ébahissement et grimaçaient pour se faire rire. Point. Ils se lançaient, virgule. Ils se lançaient, virgule. Ils se lançaient, virgule. Par-dessus les tables, virgule. Par-dessus les tables, virgule. Il se lançait, virgule, par-dessus les tables, virgule. Les escabeaux d'ivoire, les escabeaux d'ivoire et les spatules d'or, point. Et les spatules d'or, point. Par-dessus les tables, virgule, les escabeaux d'ivoire et les spatules d'or, point. Ils avalaient à pleine gorge, ils avalaient à pleine gorge tous les vins grecs. Ils avalaient à pleine gorge tous les vins grecs qui sont dans des outres, virgule, qui sont dans des outres, virgule. Ils avalaient à pleine gorge tous les vins grecs qui sont dans des outres, virgule. Les vins de Campanie, les vins de Campanie, les vins de Campanie, enfermés dans des amphores, virgule, les vins de Campanie, enfermés dans des amphores, virgule, les vins des Cantabres, les vins des Cantabres, les vins des Cantabres que l'on apporte dans des tonneaux, virgule. Les vins des Cantabres, pardon. Les vins des Cantabres que l'on apporte dans des tonneaux, virgule. Et les vins de Jujubier, virgule. Désolé. Oh, de l'eau. Les vins des Cantabres que l'on apporte dans des tonneaux, virgule. Et les vins de Jujubier, virgule. De cinnamome, je répète, et les vins de Jujubier, virgule, de cinnamome
et de lotus, point. Et les vins de jujubier, virgule, de cinnamome et de lotus, point. Il y en avait des flaques par terre. Il y en avait des flaques par terre où l'on glissait, point. Il y en avait des flaques par terre où l'on glissait, point. La fumée des viandes, la fumée des viandes montait. La fumée des viandes montait dans les feuillages, avec la vapeur des haleines, point. Je répète, il y en avait des flaques par terre où l'on glissait, point. La fumée des viandes montait dans les feuillages avec la vapeur des haleines, point final. Comment ça s'est passé pour vous, Jean-Yves Mollier? J'ai hésité sur un seul mot, cinnamome. Je ne retrouve pas... Cinnamome. Désolé, parce que c'est vrai que j'ai dit cinnamone. Non, cinnamome. J'ai hésité, je ne retrouve pas les racines latines, donc je ne sais pas, je l'ai écrit d'une certaine manière, je ne suis pas certain d'avoir raison. C'est un petit arbre, un arbrisseau aromatique, Oui. nous rappelle le Robert, qui a un aromate. Son aromate est tiré du cannelier, donc on est proche de la cannelle, ce qui ne vous donne pas les racines latines que vous recherchez éventuellement pour ce cinnamome. Hein. Voilà, alors comment il s'appelle, comment il s'écrit? On peut tout de suite donner la réponse. Moi, je l'ai écrit C-I-N-A-M-U-M. Alors, pas du tout, du tout. C-I-2-N-A-M-O-M-E. Oui. Donc là, Peut-être que ça vous éclaire un peu plus. Voilà, on retrouve sur l'écriture de ce mot. On va repartir quand même du début de la dictée. D'autres questions sont peut-être posées pour nos auditeurs et vous allez nous aider à y répondre, Jean-Yves Mollier, monsieur le professeur, puisqu'on vous a avec nous, ça tombe bien. C'est de votre présence. Hein, oui, les cratères à bordure de miroirs convexes. Les cratères, alors avec un accent grave, R-E-S, à bordure au singulier. Je l'ai mis au singulier, de même que miroir convexe. Et bien là, vous avez eu faux, selon Flaubert en tout cas, qui met bordure effectivement au singulier, mais miroir et convexe au pluriel, avec des S, donc miroir sans E, hein, M-I-R-O-I-R. Je pense qu'en français moderne, on pourrait mettre le singulier. Sûrement. Flaubert a certainement raison, vu du 19e siècle, en effet, oui, de mettre le pluriel. En français moderne, on peut tout faire. De toute façon, tout est autorisé, surtout depuis les différentes réformes de l'orthographe. C'est ça qui est bien. Les cratères à bordure de miroirs convexes, C-O-N-V-E-X-E-S, multipliaient, on est sur un imparfait, à la troisième personne du pluriel, A-I-E-N-T, l'image élargie, on n'oublie pas d'accorder, élargie I-E, avec une image, des choses au pluriel. Les soldats, avec un S à soldat, se pressant... Alors surtout pas de S, puisque c'est une action, donc un participe présent, A-N-T. Exactement, je pensais que vous étiez sur soldat, donc j'étais un peu déstabilisée, j'allais dire interloqué, c'était un peu fort. Ébahi, comme le mot nous y invite juste après avec Flaubert. Les soldats se pressant, exactement, A-N-T, autour, s'y regardaient, on retrouve... Là, il y a un piège. Évidemment, ça veut dire que les soldats se regardaient dans les miroirs, donc S''Y. Et regardaient, A-I-E-N-T. Exactement. Avec ébahissement. Il ne faut pas oublier le H, ébahir, dirions-nous en exagérant, et, enfin, E accent aigu, B-A-H-I, 2-S-E, M-E-N-T.
Alors c'est intéressant parce qu'en se plongeant d'ailleurs dans les racines, l'explication de ce mot, de ce verbe ébahir avec son suffixe ment, on retrouve beaucoup de Flaubert hein, qui visiblement affectionnait ce nom, ce mot. Tenir quelqu'un en ébahissement, c'est dans ses correspondances. Rester dans un perpétuel ébahissement, c'est toujours dans les correspondances de Flaubert, qui aimait s'ébahir. Et grimaçait, A-I-E-N-T, on est toujours à l'imparfait, on n'oublie n'oubliant pas pas. la cédille, La sous le C- C. le cédille sous le C, exactement, pour ce verbe grimacer du premier groupe, pour se faire rire, se faire. S-E, bien sûr, c'est un pronominal, ça va de soi. Ils devaient être terribles, hein. Ils avaient quel âge, vos étudiants? Les étudiants allaient de la première année jusqu'au doctorat, mais avant d'être à l'université, où j'ai enseigné pendant 28 ans, j'avais fait 18 ans de secondaire. Bon. Et là, les élèves étaient plus petits et plus jeunes. Il m'est arrivé de donner des dictées. Mes élèves adoraient les dictées. C'est vrai? Ah, ils adoraient ça, absolument. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que vous arriviez à en garder la part ludique, Parce que justement? oui, et puis c'est un défi qu'ils se lançaient à eux-mêmes. Et au fond, ça ne les dérangeait pas vraiment de faire beaucoup de fautes, du moment qu'ils en avaient un peu moins que le voisin. C'était plutôt la rivalité avec celui de droite ou celui de gauche. Il y a le côté ludique extraordinaire. Exactement. Comment vous choisissiez vos dictées? En fonction, alors là, du niveau. Ça, c'est vraiment très important de ne jamais mettre des écoliers ou des collégiens lycéens en face d'un texte qui est trop difficile pour eux. Ça, la règle du jeu absolu, c'est de respecter leur niveau. Sinon, ça n'a pas de sens. Ou alors, il faut les prévenir. Si c'est une dictée trop difficile de la classe supérieure, par exemple, il faut leur dire à l'avance. Ce sera un nouveau challenge. Et vous comprenez, et après je reprends le fil de notre correction, vous comprenez le succès des dictées aujourd'hui, notamment des dictées de Rachid Santaki via France Culture ou celles qu'il peut organiser en dehors même de cette antenne, le plaisir qu'ont les gens à renouer avec cet exercice? On le savait puisque lorsque Bernard Pivot à la télévision faisait des dictées, il y avait des centaines de milliers, des millions de téléspectateurs. C'est probablement aussi lié au fait que les grands-parents gardent un souvenir ému de leur dictée. Et avec les grands-parents, c'est la chaîne du temps, on remonte les générations. La dictée, c'est à la fois un exercice redoutable, parfois effroyable, et en même temps, c'est un jeu. Donc je pense qu'en effet, les Français ont soif de dictée. Si on interroge les parents d'élèves, ils demandent ou ils demanderaient que les instituteurs, enfin les professeurs des écoles aujourd'hui, donnent davantage de dictées. Alors, il ne faut peut-être pas non plus exagérer et en faire tous les jours, mais je pense que c'est un exercice utile. Et on renoue avec ce truc totalement, comment dit-on, antédiluvien, préhistorique, et le stylo hein, et la feuille. Dommage qu'on n'ait plus les plumes sergent-major avec l'encrier. Il se lançait, on n'oublie pas là encore le CCD, L-A-N, CCD, A-I-E-N-T, par-dessus les tables, le trait d'union entre par et dessus, les tables au pluriel, les escabeaux. Pas d'hésitation sur l'orthographe de ce mot? J'ai hésité, je l'ai écrit E-S-C-A-B-E-A-U-X. Après hésitation, mais j'ai balayé l'hésitation. Exactement, pour escabeau. Il est intéressant aussi ce mot de escabeau qui nous vient du latin, hein, scabellum, et qui, comme beaucoup de mots, je crois, vous allez pouvoir nous éclairer sur ce point, Jean-Yves Mollier, a perdu son aile pour un U à un moment ou un autre de l'orthographe. Ça, ce sont à la fois les mystères et puis en même temps les aspects sympathiques de la langue française, le fait que un accent circonflexe remplace un S, des choses comme ça. Alors en effet, bon, là, il ne faut pas exagérer, nos contemporains n'ont pas besoin de le savoir, ou s'ils ont envie de le savoir, ils vont dans un dictionnaire. Mais ce sont des curiosités qui expliquent au fond que la langue existe sous la forme où elle existe. Ce ne sont pas des coquetteries. On ne met pas les accents comme ça, comme en peinture, on pourrait mettre de manière impressionniste à point de ici et là. Alors, scabellum en latin, devenu escabeau en français pour ce petit escalier, pliable souvent. Et alors, ivoire, I-V-O-I-R-E, les spatules, S-P-A-T-U-L-E-S au pluriel. On en utilise encore en cuisine. Exactement. Vous cuisinez? Oui, ça, bien sûr, ça m'arrive. Alors, sont-elles en or? Je ne sais pas, mais Non, là, en en l'espèce, bois. on parlait de spatules d'or. Ils avalaient à I-E-N-T, pas de difficulté pour ce mot, à pleine gorge. Est-ce que ça aurait pu poser question? Je l'ai écrit au singulier. Exactement. À pleine gorge, tous les vins grecs, alors là, en revanche, on passait au pluriel, T-O-U-S, les vins grecs,
G-R-E-C-S. Exactement, ne pas confondre et ne pas mettre le féminin avec le QE, qui est la marque du féminin et non pas du masculin. Voilà, pour cet adjectif grec, qui sont dans des outres. Alors, outres, pas de H, Non. pas de difficulté finalement. O-U-T-R-E-S, les Ouais. outres sont des gros sacs en peau dans lesquels on met du vin et qu'on utilise par exemple encore aujourd'hui au Pays Basque ou en Espagne pour boire comme ça à la régalade. Et ça sert de récipient et on est avec un nom féminin ici au pluriel. Arrive toute une suite de vins, de boissons, de liqueurs qualifiés par leurs origines, donc les vins de Campanie. Donc là, on est en Italie, c'est la région, la Campanie, C-A-M-P-A-N-I-E. Et là, on voit que Flaubert s'est documenté, puisqu'après, on va avoir des vins des Cantabres, donc c'est la Cantabrique. Là, cette fois-ci, on est en Espagne, C-A-N-T-A-B-R-E-S au pluriel. On voit que Flaubert s'est amusé, il s'est sans doute documenté. Je ne suis pas certain qu'à Rouen, on avait beaucoup de vins de Campanie ou de vins des Cantabres. Aujourd'hui encore. Donc, ces vins de Campanie, avec majuscule à Campanie, enfermés et S dans des amphores, A-M-P-H-O-R-E-S. Ces vins de Cantabre, majuscule encore, puisqu'on indique la provenance, Rachid, cette majuscule, nous aide à qualifier un peuple, une localité, un pays, une région, que l'on apporte dans des tonneaux, 2 N à tonneau, E-A-U-X, pour la fin du mot, et les vins de jujubier. Alors là, c'est un petit arbre, Ouais. le jujubier, J-U-J-U-B-I-E-R. C'est vrai qu'en français, il y a peu de mots qui commencent par juju, sauf le diminutif d'après-nom bien connu. Exactement, jujubier, de cinnamome, on l'a déjà Alors celui-là, je l'ai expliqué. raté. Voilà, Absolument. C-I-2-N-A-M comme Michel, O, M comme Michel et E. Et de lotus, le lotus comme dans Tintin, là, pas de difficulté particulière, on le voit bien, on l'identifie bien. Il y en avait des flaques. Alors là, faire attention également au Y qui se situe entre le il et le en. Ça signifie qu'il y avait de cela, en quelque sorte. Donc de ces vins, De ces vins, effectivement, par terre. il y avait des flaques de ces vins par terre. On voit d'ailleurs, là on sort de la dictée pour le commentaire du texte, on voit bien comment Flaubert veut décrire des mercenaires qui sont des barbares, selon la conception du temps, et donc qui mangent avec leurs mains, qui boivent n'importe comment et qui en mettent partout. Des flaques par terre où l'on glissait de zès AIT. La fumée des viandes montait, pas de difficulté. Alors attention, le verbe monter s'accorde avec la fumée, Absolument. AIT, Et non on pas aurait avec pu les dire que viandes. la fumée n'est pas le fumet. Parce que Flaubert aurait pu hésiter entre le fumet des viandes. Le fumet aurait été F-U-M-E-T. Non, là, c'est bien la fumée. Et F-U- et E, c'est Oui, ça. du coup, merci pour la précision, c'est vrai. Montait AIT dans les feuillages avec un S, avec la vapeur des haleines. Oh, haleine, H-A-L-E-I-N-E. C'est pour ça qu'on demande aux enfants de se laver les dents pour avoir une bonne haleine et de ne pas avoir une mauvaise haleine le matin ou le soir. Merci beaucoup à vous pour toutes ces explications, Jean-Yves Mollier. Un mot quand même juste de ce livre Salammbô, ce qui a remporté à peu près un peu moins de succès quand même que Madame Bovary, Oui, mais quand plus même que l'éducation 15 000 sentimentale. Voilà. Et qui sera l'occasion donc entre cet éditeur Michel Lévy et cet écrivain Gustave Flaubert, comme vous le qualifiez, d'un remariage devant notaire, parce que Flaubert a vraiment posé ses conditions financières, notamment, lui qui aimait l'art pour l'art. Néanmoins, il savait négocier via notaire ses contrats pour, après le succès de Madame Bovary, s'assurer au moins le remboursement de son voyage, voire un peu plus. Mais en même temps, c'est parce que Flaubert est une sorte d'écrivain timide. Il ne sait pas négocier. Vous voyez, je le dis dans le livre, la grande différence avec George Sand, c'est qu'elle est carrée en affaires. Mais l'éditeur préfère une femme comme George Sand, avec qui il peut discuter pied à pied, parce qu'au fond, il la respecte. Il a sans doute moins de respect pour un Flaubert qui a besoin d'un intermédiaire, on dirait aujourd'hui d'un agent littéraire, pour négocier le contrat. Et je pense que c'est aussi par là que le fossé a commencé à se creuser. Flaubert n'a pas compris qu'au fond, il fallait être capable de dire à Michel Lévy « Je me suis documenté, j'ai fait un long voyage, mon roman, il faut me donner quand même les moyens de vivre et donc une somme. » Étant bien entendu que pour Flaubert, de toute façon, il n'y a pas d'étalon or qui correspondent à la valeur d'un roman. Un roman, il peut être étalonné d'un point de vue esthétique, il ne peut pas l'être d'un point de vue financier.
Merci Jean-Yves Mollier, merci à vous. Merci beaucoup. Gustave Flaubert et Michel Lévy, un couple explosif, coécrit avec Yvan Leclerc, vient de paraître chez Calman Lévy. Un grand merci à vous, Merci, Rachid Olivia. Santaki. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle dictée. Merci à toute l'équipe, à la réalisation Midia Portis-Guérin, avec Jean Frédérix à la technique, à la vidéo, Dimitri Paz. Toutes les informations sont à retrouver sur franceculture.fr. Au bon soin de Corinne Amar. Merci à toute l'équipe.